Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel animal disparu. Et cette fois-ci, on va faire une bestiole beaucoup plus ancienne que Sarcosuchus et que Paraceratherium, mais beaucoup moins vieille qu'Hallucigenia. Cette fois-ci, on s'attaque à un arthropode. Et pas n'importe quel arthropode, l'un des plus grands arthropodes que les océans n'aient jamais connus, Pterigotus. Lui, cet animal vivait entre 400 et 380 millions d'années pendant le Dévonien et on a découvert ses restes notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud. Donc un animal qui vivait un peu partout. Et pour la découverte, on la doit à un paléontologue assez connu qui répond au nom de Louis Agassiz, qui est d'origine suisse, et c'est notamment à lui qu'on doit la description du mégalodon. D'ailleurs, quand il a découvert ses restes en 1939, au début, Louis Agassiz avait pensé avoir affaire à une nouvelle espèce de poisson, d'où le nom Pterigotus, qui en latin veut dire poisson ailé, et on comprendra un peu plus tard pourquoi. Mais en 1944, 5 ans plus tard, Louis Agassiz s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas affaire à un poisson, mais à un arthropode. D'où D'où son erreur de confusion. Et d'ailleurs, quand on parle de classification, comme je l'ai dit, il s'agit d'un arthropode. Mais pas n'importe quel arthropode, il s'agit d'un chélicérate. Et plus précisément d'un euryptéride. Un groupe d'arthropodes disparus qui étaient typiques de l'Ordovicien et qui ont prospéré jusqu'au Dévonien, jusqu'à la grande extinction. Et niveau caractéristiques, et d'ailleurs, j'ai dit que c'était un arthropode. En parlant d'arthropodes, les arthropodes, pour ceux qui ne situent pas ce que c'est, ou qui ne voient pas ce que c'est, les arthropodes, ce sont des animaux que certes, qui ont l'air d'avoir un nom barbare, mais en fait, ce sont des animaux qu'on connaît bien et qu'on fréquente même souvent. Dans les arthropodes, on a par exemple les insectes, que tout le monde connaît, hein, que ce soit les papillons, les coccinelles, les mantes, et toutes ces petites bêtes qui volent ou qui rampent, ou même celles qui vivent dans nos maisons, comme les cafards. Mais on a également les arachnides. Là, ça va peut-être pas parler à grand monde, mais si je parle d'araignées, de scorpions ou même d'acariens, là, ça devrait peut-être parler un peu plus. Et on a également d'autres genres, hein, comme les xyphosures, un nom barbare qui en fait désigne tout simplement les limules, du moins les 4 espèces qui restent actuellement. Et on a également les pycnogonides, des animaux qui ressemblent aux araignées, mais qui en fait ont leur propre classification. Et d'ailleurs, tous ces arthropodes se distinguent en deux groupes. D'un côté, les chélicérates, qui possèdent, comme leur nom l'indique, des chélicères, des sortes d'appendices buccaux qui, plus ou moins, a la même fonction que notre mâchoire, c'est-à-dire broyer, découper ou injecter de diverses substances, que ce soit du venin ou de la salive. Et de l'autre côté, on a les mandibulâtres, c'est-à-dire des animaux qui possèdent des mandibules, qui possèdent à peu près la même fonction que les chélicères. Et parmi les chélicérates, on a des groupes éteints, dont les euryptérides, qui d'ailleurs sont plus proches des scorpions que des limules. D'où leur nom parfois de scorpions de mer. Et niveau caractéristiques, notre Pterigotus possède, comme je l'ai dit, ces fameuses chélicères qui forment limite des pinces chez lui. Mais il possède par contre, à la différence de nos scorpions, parce que c'est là qu'il y a une différence, c'est que les scorpions possèdent un dard qui est en fait un abdomen qui est en fait leur abdomen modifié à l'extrême et qui permet justement l'injection du venin, là où chez les araignées ça se fait par les chélicères,
Chez les scorpions, ça se fait par le dard. Sauf que nos euryptérides n'ont pas de dard. Mais par contre, ils possèdent un telson. C'est plus ou moins une extension de l'abdomen. Et c'est ce qu'on retrouve par exemple chez les limules. Ils possèdent des pattes faites pour marcher sur le fond de l'eau, mais également des pattes qui leur permettent plus ou moins de nager. Et niveau proie, ils avaient le choix entre les trilobites, des sortes d'arthropodes qui vivaient pendant tout le Paléozoïque et d'ailleurs qui n'ont aucun descendant à l'heure actuelle. C'est fait partie des rares animaux du Paléozoïque qui sont assez énigmatiques. Mais on pouvait aussi compter d'autres euryptérides, plus petits comme Megalograptus, ou même des arachnides comme Brontoscorpio, mais également des poissons à armure comme Cephalaspis. Et pour ceux qui se demandent à quoi ressemblerait Cephalaspis, voilà à quoi ressemblait notre Cephalaspis. Ça ressemble à ça. Alors, et pour ceux qui se disent que c'est familier, finalement, oui, il est connu, lui. Et niveau représentation, aujourd'hui, dans la culture populaire, notre Pterygotus apparaît notamment dans les documentaires, notamment un assez connu, qui est sorti au début des années 2000, sur la Terre des monstres disparus, sur la Terre des géants, qui est en fait plus ou moins la suite de sur la Terre des dinosaures et sur la Terre des monstres disparus. Et dans cet épisode, dans un épisode consacré aux Lordoviciens, on voit un Pterygotus attraper un Brontoscorpio. Bon, sauf que dans le documentaire, il est mentionné que Pterygotus atteignait 3 mètres de long, ce qui n'est pas vraiment le cas, parce que niveau taille, on était en réalité en dessous. Pterygotus, les plus gros spécimens, ils avaient une taille comprise entre 1m75 et 2m30, ce qui est déjà en fait de beaux bébés. Ça fait plus ou moins la taille d'un être humain, voire celle d'un petit crocodile. Mais on est loin de certains de ses cousins, comme Jachelopterus reniniae, qui lui pouvait carrément atteindre les 2m60. Donc on est clairement, dans le documentaire, ils l'ont clairement agrandi. C'est un peu le même délire qu'avec le Liopleurodon qui mesure 25 mètres, alors que bon, après pour Liopleurodon, c'était basé sur des restes qui appartenaient à un autre pliosaure indéterminé. Donc ils ont préféré faire un Liopleurodon de 25 mètres, alors que dans les faits, les plus gros spécimens de Liopleurodon jamais découverts dépassaient même pas les 7 mètres. Et encore, certaines estimations montent à 12 mètres pour les plus gros, mais on est loin des 25 mètres de la BBC. Et pour Pterygotus, c'est pareil. Mais on peut le voir dans des jeux, par exemple dans Ark, on a des euryptérides. Après, le souci, c'est que dans Ark, certaines bestioles ne sont pas mentionnées. Il est juste écrit euryptéride. Donc, après, est-ce que c'est Megalograptus ou est-ce que c'est un Pterygotus? Ça, je ne sais pas. Peut-être que les joueurs pourront le confirmer dans les commentaires. Et c'est tout. Et j'ai voulu le faire parce qu'on me l'a fait on me l'a demandé celui-là. Et comme je l'ai dit, les animaux du Paléozoïque, c'est certainement les animaux les plus fascinants. Ils font partie des animaux les plus fascinants, même si bon, en vérité, tous les animaux qui existaient avant l'être humain sont fascinants. Même si le Paléozoïque, je trouve que c'est certainement l'une des plus mystérieuses des périodes. Enfin, des ères. Le Paléozoïque, c'est certainement l'une des ères les plus mystérieuses qu'on ait eues. Surtout que ces animaux sont très peu représentés. Bon, à part peut-être quelques-uns. Bon, après, lui, il est assez connu. Faut dire, là, pour le coup, on peut dire merci à la BBC. Même si, comme je l'ai dit, dans le documentaire de la BBC, ils l'ont un peu agrandi. Voire peut-être un peu trop. Même si c'était l'époque, on était en 2005. Forcément, entre 2005 et 2025, forcément, la recherche avance. C'est comme pour le Liopleurodon. Les découvertes changent les données qu'on peut nous fournir.
Même si je n'en veux pas à ce documentaire. Et peut-être qu'on fera une autre bestiole. Et je vous dis à la prochaine.